Ce matin, on est à Flinders Street Station à Melbourne avec les horloges connues juste derrière moi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va visiter les types d'immobilier commercial qu'on appelle alternatifs, donc tout ce qui est laboratoire, data center, self-storage, senior housing, student housing. En même temps, on va visiter Melbourne et comme on est dimanche matin, qui dit dimanche matin dit il n'y a personne dans les rues et aussi dit long run. C'est pour ça qu'on est habillé pour et on est parti balader dans Melbourne et en même temps ça va faire passer le temps. C'est parti. Ces horloges sont emblématiques à Melbourne. À l'époque, il y avait des employés qui tournaient les aiguilles manuellement pour informer les voyageurs quand partaient les prochains trains. Premier arrêt à bout de 3 minutes 500 mètres. Là, on a les deux plus hauts buildings de Melbourne, ils sont résidentiels. Là, c'est Federation Square, en dessous, c'est tous les trains qui arrivent à Flinders Street. Et de l'autre côté, on va voir de l'autre côté. J'ai juste traversé la route, donc on voit encore les voies ferrées. Et là, on a le stadium de cricket, plus de 100 000 places, un des plus grands stades du monde. Et juste à côté, on a la Rod Laver Arena pour l'Australian Open du tennis qui commence mi-janvier bientôt. Bon, ça fait 4 minutes qu'on court, il va falloir que j'arrête de m'arrêter à chaque fois, mais là, ça valait le coup. C'est mon bâtiment favori où c'est écrit Macquarie en haut. Donc, ce bâtiment a été construit par la République de Nauru, donc une île de 21 km² dans le Pacifique, qui a fait fortune grâce aux mines de phosphate. Et ensuite, la République a fait un peu n'importe quoi avec l'argent. Elle a dû revendre et ensuite, ça a été construit et reconstruit cette tour de vent en verre. Elle est vraiment belle, donc je voulais juste la montrer. Moi, je suis en plein milieu de la route. Ça, c'est le Parlement de Victoria. Melbourne, c'est dans l'état de Victoria. Je me suis dit qu'on sait jamais. Si Stéphane Ben regarde la vidéo, peut-être qu'il kiffera. Donc voilà, le Parlement. À peine 2 km, nous voilà devant le premier type d'immobilier commercial alternatif qui sont donc des laboratoires. Les laboratoires qui font partie de la classe d'actifs Licensed Real Estate désignent les actifs immobiliers conçus, aménagés et loués spécifiquement pour les entreprises et organismes qui font de la recherche biomédicale, du diagnostic, du développement de médicaments, de la biotech, de la medtech ou de la production pharmaceutique. Ce ne sont pas juste des bureaux, ce sont des bâtiments qui doivent supporter des usages techniques. Dans les laboratoires, on a les wet labs, qui sont utiles pour la manipulation de produits chimiques, biologiques, de l'eau, de l'évacuation, sécurité. Et on a aussi les dry labs, qui sont l'informatique, modélisation, data, instrumentation plus propre. Ces laboratoires nécessitent des infrastructures lourdes, que ce soit l'évacuation de l'air, la filtration, le contrôle de la température, les vibrations, les bruits, l'électricité, le gaz, la plomberie, etc. Ils ont aussi des contraintes réglementaires et de sécurité, que ce soit au niveau de la biosécurité, conformité, traçabilité et tous les protocoles qui vont autour. Et les coûts et les délais d'aménagement sont plus élevés. Un plateau de laboratoire coûte beaucoup plus cher à construire et à convertir qu'un open space de bureau. Pourquoi c'est une classe d'actifs à part ? Parce qu'en fait, la demande est concentrée dans des clusters, qui sont en général des quartiers proches des CHU, des pôles universitaires et des parcs technologiques. L'offre est très limitée parce que convertir un immeuble de bureau en laboratoire, c'est très complexe et coûteux. Les locataires sont ce qu'on appelle collants, car les coûts de déménagement sont plus élevés. Et les valorisations de ces laboratoires sont très sensibles au financement de la biotech, aux politiques publiques et à la disponibilité des talents. Bon voilà, student housing, on peut voir, belle église, beau bâtiment derrière. Et là c'est des cubes, donc on voit c'est des petits cubes, chacun c'est une chambre. Et paraît-il que c'est 750 dollars australiens par mois, donc par semaine. Donc ça fait quoi? 400 euros par semaine. Le student housing, ou logement étudiant en français, désigne l'immobilier dédié à l'hébergement d'étudiants, généralement proche des universités et écoles, et exploité avec une logique plus hôtelière que l'habitation classique. Ce n'est pas juste un appartement normal loué à un étudiant. Le student housing vise des besoins spécifiques. Des durées de location plus courtes et calées sur l'année universitaire, entre 9 et 12 mois, parfois aussi plus flexibles. Ils sont meublés et prêts à vivre, avec un lit, un bureau, internet et souvent les charges incluses. Les services et les espaces sont communs, donc la laverie, la salle d'études, le coworking, salle de sport, etc. Et c'est donc une gestion centralisée. Donc un opérateur gère l'immeuble, la relation locataire et les services. C'est donc une classe d'actifs à part. La demande structurelle est tirée par des effectifs d'étudiants, l'attractivité des campus, la mobilité et les étudiants internationaux. L'offre est souvent insuffisante dans de nombreuses villes universitaires. Les revenus sont plus résilients, mais très dépendants de la localisation, en fonction de la proximité au campus, au transport, etc. L'exploitation est plus opérationnelle. Il y a plus de turnover avec l'année scolaire, et il faut gérer toutes les entrées et sorties. Et la classe d'actifs est également sensible à certains risques, tels que les visas, les baisses d'inscription, la concurrence de nouvelles résidences, etc.
Donc en une phrase, le student housing, c'est l'immobilier résidentiel pensé comme un produit clé en main pour les étudiants, avec service, gestion centralisée et saisonnalité. Et une performance très liée à la dynamique du campus et à l'emplacement. Bon, je suis un peu tout seul dans le CBD. Je sais pas pourquoi, en vrai. Je pensais que tout le monde faisait ça le dimanche matin. Genre, tu vois, tu vas visiter les types d'actifs immobiliers alternatifs. C'est normal, non, comme dimanche matin. Voilà, on est devant le tribunal fédéral. Pourquoi pas, hein. Je sais pas si Stéphane Bern il aimerait. Ouais, il aimerait bien. On est devant le stade de Melbourne. Et là, de l'autre côté, on a le port et les beaux bâtiments là-bas, résidentiels. Bon, on va falloir le rattraper lui. C'est parti. Wow. Là, on sort un peu de la ville, c'est pour ça qu'on est à côté de l'autoroute. Les data centers en général, ils veulent pas des terrains trop chers. Ils veulent plutôt être proches de la fibre optique, dans les endroits où l'électricité est pas chère. Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne un peu du centre. Bon, la prochaine fois on fait pareil, mais avec une voiture, ce sera un petit peu plus simple, un peu moins long, un peu moins fatigant. En fait, une voiture, c'est un peu trop cher. Donc bah, on continue avec le véhicule actuel. Il nous dit voilà, 7 km à la montre. Next d'ici pour data center. C'est pas les bâtiments les plus sexy, mais c'est les bâtiments qu'il faut voir et qui rapportent beaucoup en ce moment. Le data center est un bâtiment qui sert à héberger des serveurs, donc des ordinateurs géants, et toute l'infrastructure qui permet de stocker, traiter et faire circuler des données. Que ce soit le cloud, le streaming, l'IA, les banques, les administrations, etc. Un data center, ce n'est pas un immeuble classique, c'est une infrastructure industrielle critique. Ses contraintes clés sont l'électricité massive et continue, le refroidissement très performant, la sécurité physique et logistique et la disponibilité 24 heures sur 24. C'est une classe d'actifs à part car la demande structurelle est portée par le cloud, la vidéo, la cybersécurité et surtout en ce moment l'IA. Les barrières à l'entrée sont élevées, la disponibilité de l'électricité, le foncier adapté, les permis, les raccordements et les délais de construction. Les contrats et les clients sont critiques et la dépendance forte à l'énergie. Un bon data center, c'est donc un data center qui a accès à la puissance, donc en mégawatts disponibles. La localisation est donc super importante avec la proximité des hubs de fibres et l'efficacité énergétique et les stratégies de refroidissement de ces data centers. En une phrase, un data center, c'est un immeuble usine pour le numérique. Il transforme beaucoup d'électricité et de refroidissement en disponibilité informatique avec un niveau de fiabilité extrême. Pour construire toutes ces routes, ces bâtiments, ces ponts, il faut du béton. Du gros béton. Bon, ça fait 10 minutes que je cours, on va aller voir le senior housing maintenant, mais voilà, on est un peu sorti de Melbourne, il n'y a plus de grands bâtiments. Allez, c'est parti, on repart. D'ailleurs, je viens de me faire la réflexion qu'on est en train de courir, de visiter Melbourne et de regarder, d'analyser des types d'actifs immobiliers commerciaux. Donc le public cible, il est pas très précis, donc dites-moi ce que vous préférez. Et je ferai en sorte de faire au mieux pour la prochaine vidéo. Merci. Ça, c'est un bâtiment à loyer modéré. On en voit plein. C'est typique à Melbourne. C'est préfabriqué, fait dans l'usine et c'est juste monté sur place. C'est vraiment moche et c'est tous les mêmes. On est un peu plus de 10 km. Voilà, le 4e type d'actif alternatif. Senior housing, donc pour les personnes âgées. Très beau bâtiment dans un petit lotissement bien sympa. Juste à côté d'Albert Park, là où on va passer juste après pour y aller à la Formule 1 en mars. Le senior housing, ou logement pour seniors en français, désigne des résidences conçues pour des personnes âgées avec un niveau de service et d'assistance variable selon le degré d'autonomie des résidents. C'est à mi-chemin entre l'immobilier résidentiel et l'exploitation de services, parfois médico-sociaux. Ce n'est pas juste un appartement occupé par une personne âgée, c'est un produit adapté et souvent géré.
La conception est âge-friendly, donc il y a accessibilité au PMR, ascenseur, douche adaptée, absence de seuil, éclairage. Il y a aussi les services, donc la restauration, ménage, blanchisserie, animation. Il y a aussi donc l'encadrement selon le segment, présence 24 heures sur 24 de personnel, aide à la vie quotidienne, et donc l'exploitation intensive, donc le personnel, qualité de service, réglementation et gestion de la santé. C'est une classe d'actifs à part car la demande structurelle est tirée par le vieillissement démographique et l'allongement de la durée de vie. Le marché est très local, l'attractivité dépend de l'accès aux familles, aux hôpitaux, au transport et au commerce. La performance est liée à l'opérateur, donc le taux d'occupation, la qualité des équipes et la réputation. Les coûts d'exploitation sont très élevés car la masse salariale est souvent le poste numéro 1. Et le risque réglementaire et réputationnel avec les contrôles, les normes et la qualité de la prise en charge. En une phrase, le senior housing, c'est du logement adapté au vieillissement, souvent avec service, où la valeur ne dépend pas seulement du bâtiment, mais beaucoup de la qualité de l'exploitation et de l'opérateur. Voilà, dernier bâtiment, on est à 11 km seulement, on va finir à 18 quand même. Mais voilà, self-storage, ça c'est un bâtiment self-storage. On voit les bâtiments derrière. Et ce qui est cool, venez voir, c'est ce qu'on voit ici. C'est qu'on voit l'intérieur. Donc voilà, un self-storage, c'est juste une petite cabine, un petit garage. On ouvre, on a sa clé et puis on stocke ce qu'on veut à l'intérieur. Le self-storage, ou garde-meuble en libre service en français, désigne des sites où des particuliers et des entreprises louent des boxes de stockage sécurisés, généralement au mois, pour entreposer des affaires. Ça le distingue de l'immobilier classique, car ce n'est ni du logement ni du bureau. C'est un actif logistique légère, orienté service et flexibilité, avec des unités modulaires avec accès contrôlé, une location courte et flexible, qui est donc très opérationnelle et avec des coûts d'exploitation relativement faibles comparés à l'hôtellerie ou au senior housing, car il y a peu de personnel sur site. C'est une classe d'actifs à part, car les revenus sont granularisés, il y a des centaines et des milliers de petits clients plutôt qu'un gros locataire. Le pricing est dynamique, les loyers peuvent donc s'ajuster plus vite que dans l'immobilier traditionnel. La résilience est souvent bonne, avec une demande alimentée par des événements de la vie. Risque concurrentiel local, si trop de sites ouvrent dans la même zone, alors les prix et l'occupation peuvent chuter. Et la valeur est très liée à la marque et à la distribution, donc en fonction de la visibilité, le référencement et donc les avis. En une phrase, le self-storage, c'est du stockage à la demande, un immobilier simple en apparence, mais dont la performance dépend beaucoup de la gestion commerciale, de l'occupation et de la concurrence locale. Et nous voilà à Albert Park. C'est là qu'il y a la Formule 1 en mars. Donc voilà, là c'est le lac. Le petit parc très sympa. Et les Formule 1, elles roulent là. Petite vue sympa depuis le haut de Shrine of Remembrance, qui est un mémorial donc de la mémoire pour les guerriers australiens, Première, Deuxième Guerre mondiale, etc. Et petit passage dans le Royal Botanic Garden pour finir. Là c'est la rivière Yarra et les bâtiments au fond qu'on voyait au tout début. Et là on voit le stade de cricket juste là, 200 000 places. Et voilà, pour finir, les amateurs de tennis, on l'a dit tout à l'heure, la Rod Laver Arena. Et nous voilà notre building favori de ce matin. De retour à Flinders Street Station après 18 km, une belle visite de Melbourne. On a vu 5 types d'actifs d'immobilier commercial alternatifs différents. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois.